Bienvenue dans les 4V, Sébastien Chenu. Alors on le disait, vous Bonjour. êtes député, vous êtes aussi conseiller régional des Hauts-de-France, une région qui est particulièrement touchée par les inondations, c'est le Pas-de-Calais plus particulièrement. Est-ce que vous avez des nouvelles de la façon dont ça se passe sur place? Et est-ce qu'au-delà de l'aspect météorologique, il y a des explications, des responsabilités politiques, des choses qui n'auraient pas été faites à trouver, ou c'est la faute à pas de chance? Non, d'abord, je veux commencer par avoir une pensée évidemment pour les habitants du Pas-de-Calais qui sont durement impactés, qui vivent pour la seconde fois en quelques mois ces inondations et les dommages qui sont causés. Une pensée aussi pour ceux qui les secourent, que ce soit les pompiers, que ce soit les agents des services publics ou les associations ou les élus locaux. Et évidemment, même si je crois qu'il n'y a pas, c'est pas l'heure d'allumer des polémiques inutiles, on se dit toujours avec le recul, il y a des choses qui auraient peut-être pu être faites et Qu'est-ce qu'il qui n'a faudra pas été faire. fait? En tout cas, nous, par exemple, les élus du Rassemblement national à la région des Hauts-de-France, en 2021, puisque les régions ont la main là-dessus, sur les EPCI également, ont la main sur toutes ces données, sur toutes ces thématiques. Eh bien, en 2021, avec nos élus des Camps et du Fossé, des élus agriculteurs, eh bien, nous avons demandé qu'un plan, notamment des inondations, un grand plan de prévention des inondations soit revu. On a demandé que des moyens soient mis pour le curage, des moyens soient mis pour l'endiguement, qu'on puisse repenser aussi l'approche des zones humides. Vous savez qu'elles sont de moins en moins nombreuses dans notre pays. Et tout ça, évidemment, n'a pas été fait. En tous les cas, le virage a été loupé. Puis je pense qu'à La faute l'avenir... à qui? Au président de la région, Xavier Bertrand, alors vous nous dites ce En matin? tous les cas, je pense que dans ce domaine-là, il n'a pas été très clairvoyant. Mais je vous dis, je ne veux pas allumer de polémiques inutiles, mais je pense qu'en tous les cas, les moyens n'ont pas été mis en matière de prévention. Et puis je pense que, et là c'est le rôle de l'État, vous voyez, il y a la région, les EPCI, l'État. Je pense qu'il faudra à l'avenir repenser aussi notre rapport à l'habitat dans ces zones-là pour vivre avec l'eau et non pas contre l'eau, c'est-à-dire avoir un habitat qui soit adapté à ces zones où il y a des risques d'inondation. Sinon, il n'y a plus qu'à raser. Or, il y a des gens à loger, il y a des gens qui vivent là. Donc, il faudra qu'on repense évidemment aussi l'habitat. Donc, les zones humides, l'habitat, le curage. Oui, il y a beaucoup à faire pour prévenir et pour demain améliorer les situations. Alors, Sébastien Chenu, vous êtes aussi vice-présidente du Rassemblement national. Il y a quelques jours, dans un article, le Washington Post, qui est un journal américain, accuse le RN d'être la courroie de transmission de la diffusion de la propagande russe en France. Le journal évoque des documents du Kremlin qui auraient été obtenus par un service de renseignement européen. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous êtes la courroie de transmission de la propagande russe? Non, mais c'est totalement bidon. Le Washington Post, qui est un journal engagé contre le Rassemblement national, relaie des données sans aucune source, totalement bidon. Je vous rappelle qu'il y a des choses qui sont objectives. Il y a eu une commission d'enquête qui a été menée à l'Assemblée nationale sur ce sujet et qui dit qu'aucun parti politique n'est sous l'influence russe, ne subit l'ingérence des Russes dans notre pays. Le rapporteur, d'ailleurs, de cette commission d'enquête était une députée macroniste. Donc, qui était parfois critique aussi. D'accord, oui, parce qu'elle est hostile au Rassemblement national, mais à la fin, et le rapport est disponible, à la fin, en conclusion, aucun parti politique français ne subit d'ingérence russe. Donc, c'est pas parce que cette majorité est totalement fébrile, sombre à la lecture des sondages en vue des élections européennes, qu'il faut qu'elle essaye de décrédibiliser ses adversaires. Alors, j'allais dire justement, il par des continue de vous attaquer manipulations sur grossières. cette question d'une supposée proximité avec la Russie. Je vous propose de découvrir ce qui a été réalisé et diffusé le 31 décembre. C'est le porte-parole du parti Renaissance, il s'appelle Loïc Signor. Il a repris les vœux de Marine Le Pen, il a utilisé l'intelligence artificielle. Je vous propose qu'on découvre ça tout de suite. Vous allez découvrir, vous aussi, téléspectateurs. Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur en полном оптимизма я обращаюсь к вам с наилучшими пожеланиями в наступающем году. Новый год – это не только дорогая... Donc des vœux de Marine Le Pen qui sont transformés en parlant en russe. Ça vous a fait sourire ou ça vous a énervé? Non, parce que c'est un procédé qui est lamentable. D'abord, c'est le procédé que dénoncent les macronistes. Ils sont contre les fake news, ils sont contre l'utilisation de ce type de procédé, mais ils l'utilisent contre leurs adversaires. Ça témoigne de beaucoup, je le disais, de fébrilité de ce porte-parole de Renaissance. Moi, je préférais aller voir essayer de défendre nos industries plutôt que de les avoir livrées à la découpe à des pays étrangers, comme ils l'ont fait avec Alstom aux États-Unis. Moi, je préférais les voir se mobiliser, par exemple, pour Val-d'Une. Vous disiez que je suis un élu du Nord. Je préférais voir ce gouvernement et les macronistes se mobiliser pour Val-d'Une, cette entreprise du Nord qui a besoin du soutien de l'État, plutôt que d'essayer de décrédibiliser leurs adversaires. Ils ont si peu à proposer aux Français. Alors justement, on évoquait la question de la Russie. À votre place, hier, il y avait la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui dit les athlètes russes et biélorusses pourront venir au JO de Paris,
mais ce sera sous bannière neutre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez ça hypocrite? Est-ce que vous trouvez qu'il devrait pouvoir venir sous leur drapeau, sous le drapeau russe? Je trouve ça un peu hypocrite parce que, évidemment, je pense que nous sommes dans des relations évidemment compliquées avec la Russie. Poutine est probablement ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'un dictateur. Personne ne soutient la politique qu'il mène, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut plus parler aux Russes et à la Russie. Aujourd'hui et demain, il faudra bien reparler à ce peuple. Il y aura d'autres gouvernants à un moment ou à un autre. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'humilier, je pense, une population, d'humilier des sportifs. Nous sommes en désaccord profond avec ce que fait Vladimir Poutine. Donc vous pensez qu'ils pourraient quand même concourir mais le sport avec leur drapeau, avec leur couleur, doit évidemment aller au-delà de cela. Le 2024, le président de la République, dans ses vœux, a dit que ça devrait être justement, à travers les JO, les différentes commémorations, l'année de la fierté française. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous partagez cet enthousiasme pour 2024? Mais moi, je n'ai pas besoin d'entendre Emmanuel Macron pour être très fier de mon pays et de ce qu'on y fait. Simplement, le problème, c'est que Emmanuel Macron abîme notre pays. Il aura été probablement le président qui aura le plus abîmé notre pays, sa souveraineté, son économie. Ses résultats ne sont pas là. Et je pense que les Français peuvent être fiers d'eux-mêmes sans Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces vœux? D'abord, c'était beaucoup de désinvolture de la part d'Emmanuel Macron qui passe à côté des sujets qui concernent les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, pas un mot pour le professeur Bernard, pas un mot pour Thomas, enfin, tous ces sujets qui préoccupent les Français, il est passé au-dessus. Et puis, je pense que le président de la République souffre de trois choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vision et de projet, mais ça c'est depuis son élection, puisqu'il n'avait pas de programme, il suffisait qu'il se présente contre Marine Le Pen pour bénéficier du soutien de la gauche, il n'a pas de majorité et il n'a pas de résultat. Une majorité relative. Oui, il n'a donc pas de majorité absolue pour faire passer ces textes. On l'a vu avec la loi immigration. Et il n'a pas de résultat. Le chômage remonte, les chiffres de l'insécurité sont particulièrement mauvais. Vous avez dû les voir, ils sont produits par le ministre de l'Intérieur ces jours-ci. Ils sont particulièrement mauvais. Je corrige d'ailleurs Gérald Darmanin qui ment aux Français, qui dit que le nombre de voitures brûlées, qui est déjà extrêmement important dans notre pays, était moindre que l'année précédente, alors qu'il était supérieur. 690 en 2022, en décembre 2022, 745 en 23. Donc voilà, les résultats ne sont pas au niveau. Le président de la République surplombe tout ça avec une espèce de suffisance qu'on lui connaît. Je pense qu'il est urgent d'atterrir. Est-ce qu'un remaniement peut changer cela? On entend ça en ce moment, un changement de Premier ministre ou de Première ministre, changer les équipes, ça change quelque chose? Ça redonne un cap pour vous? Mais non, parce que en fait, c'est changer de politique qu'il faudrait. Et donc, pour cela, il faudrait qu'Emmanuel Macron consulte les Français, ou par un référendum, notamment sur l'immigration, comme on lui a proposé, ou par une dissolution, revenir au peuple, pour avoir des élus qui soient, comme d'ailleurs l'est dans les sondages actuellement Marine Le Pen, plus proche des Français. Marine Le Pen est jugée comme la femme politique la plus proche des Français. Or, Emmanuel Macron ne le fait pas. Il ne reviendra pas vers les Français. Il ne changera pas de politique. Donc, il va colmater les brèches en changeant de casting, ce qui Sébastien Lecornu, on entend ce nom pour Matignon, c'est l'actuel ministre de la Défense. Ça fera un bon Premier ministre pour vous? Vous aviez voté, vous, la loi de programmation militaire? Oui, la loi de programmation militaire, on l'a votée parce que ce sont des moyens supplémentaires. Mais alors, est-ce que pour ce sera la un bon défense. Premier ministre? Je donne à Sébastien Lecornu au moins le crédit d'être un homme correct vis-à-vis de l'opposition, d'être un homme qui ne nous méprise pas et d'avoir un peu plus de surface politique qu'Elisabeth Borne, qui ressemble plutôt à ChatGPT, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, qu'à un Premier ministre chef de la majorité. Mais ce n'est pas une histoire d'homme, encore une fois, c'est une histoire de politique. Mais si les Français veulent voir la politique changer, ils auront l'occasion, le 9 juin, en votant pour la liste de Bardella aux européennes, de pouvoir envoyer un message à Emmanuel Macron. Alors, Jordan Bardella, justement, vous en parlez, il fait partie, d'après le classement publié par le Journal du Dimanche, des 50 personnalités préférées des Français. C'est le seul responsable politique à y figurer. Marine Le Pen n'y est pas. Finalement, le vrai numéro 1 du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella, c'est pas Marine Le Pen, non? Alors, elle est juste après, d'ailleurs, dans ce classement. Donc, on a la chance, et pendant des années, on nous a reproché de ne faire tourner le Rassemblement national qu'autour de Marine Le Pen. On a la chance d'avoir pu faire émerger, Marine Le Pen a fait émerger une génération d'hommes et de femmes politiques, d'hommes politiques en particulier, avec Jordan Bardella. Donc, il y a une belle complémentarité aujourd'hui entre les deux. Pas de concurrence? Non, pas de concurrence, mais une belle complémentarité. Et on le voit, finalement, Jordan, c'est aussi une génération nouvelle, une génération différente. C'est aussi quelqu'un qui est élu ailleurs. Marine Le Pen est élue dans le Nord. Jordan est un conseiller régional de Seine-Saint-Denis. Donc, on voit bien, il y a une complémentarité. Il touche probablement des électorats différents. Et puis, nous avons souhaité que Marine Le Pen, et nous souhaitons que Marine Le Pen soit candidate à la présidentielle. Jordan fera un très bon Premier ministre, mais pour l'instant, il va mener la campagne des européennes avec, je crois, un certain succès, si j'en juge
les sondages. Justement, les européennes, le succès, vous le jugerez à quoi? À l'aune du résultat? S'il fait moins que la dernière fois, ce sera un échec au fait d'être en tête. Ce sera quoi les critères? D'abord, c'est effectivement le score et le nombre de députés qu'on peut envoyer. Envoyer plus de députés au Parlement européen pour se battre notamment contre les idées qui actuellement sont celles d'un impôt européen. Je vous rappelle que le nouveau président belge, puisque c'est une présidence belge de l'Union qui arrive pour 6 mois, a souhaité qu'il y ait un impôt européen, faire baisser la PAC. Eh bien, nous, on s'opposera à tout ça, à la baisse de la PAC, à un impôt européen. Donc, il nous faut Emmanuel plus... Macron vous a déjà désigné comme son principal adversaire aux européennes. Il a raison, puisque nous faisons la course en tête. Donc, il nous faut plus de députés, il nous faut le score le plus élevé possible pour envoyer, je le dis, des députés, mais aussi un message au président de la République qui dit que les Français veulent rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Merci Sébastien Chenu. C'est à vous.